par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement. Vous nous avez parlé de la liberté des hommes en tant qu'hommes libres qui sont nés libres. Qu'est-ce que seraient les conséquences de la non-liberté de l'homme? On le voit souvent on le voit en ce moment avec le coronavirus. L'homme ne peut plus se déplacer. Pour vous, quelles seront les conséquences sur l'homme de sa non-liberté? La question elle est pertinente, elle est utile. Parler de la non-liberté, c'est parler de la mort de l'homme. Parce que la non-liberté tue la vie psychologique de l'individu. C'est une forme de contrainte qui aura d'abord un impact psychologique sur l'individu. Le fait de savoir ou de se sentir aliéné ou conditionné ne me rend pas libre. Donc, le premier coup de l'homme, c'est d'abord un choc. Et le choc n'est rien d'autre qu'un choc psychologique. Et lorsque vous avez un coup psychologique, on n'est pas loin. Je prends juste une petite expression qui est la dépression, par exemple, qui va commencer à prendre forme en vous, qui va atteindre après votre déconcentration, votre capacité de réagir intellectuellement, et après votre impossibilité de contrôler ce que vous êtes. Et ensuite, on se retrouve dans dans un corps paralysé. Vous voyez un peu. Le fait de prenez l'exemple d'un homme enfermé. Sa liberté est conditionnée. Il n'est pas libre. En d'autres termes, la vie de l'homme, c'est d'être libre. Mais le fait d'être enfermé, psychologiquement, est un coup. C'est pourquoi moi, personnellement, je dis toujours que la prison n'est pas la solution réelle pour changer l'individu. On ne peut changer un individu que dans sa liberté de comprendre, d'agir et de penser. Mais à partir du moment où vous m'enfermez, psychologiquement, vous enfermez ma conscience, vous enfermez ma pensée, vous enfermez ma raison, et donc ma liberté ne se limite pas seulement sur un mouvement physique. Le physique n'est rien. Ce qui fait l'homme, c'est sa psychologie. Et à partir du moment où je ne suis pas libre, alors c'est ma psychologie c'est la cognition qui est enfermée. Et cet enfermement paralyse tout mon corps, toute ma vie. Et donc ça s'enchaîne directement sur votre vie économique. À partir du moment où psychologiquement vous n'êtes pas équilibré, c'est votre vie professionnelle qui est équilibrée, c'est votre vie sociologique qui est équilibrée, c'est votre vie familiale qui est équilibrée, c'est votre vie dans tous les sens. C'est en ce sens que la non-liberté est dangereuse. Et la prison, pour moi, c'est vrai qu'on peut refaçonner l'homme autrement, par une forme de rééducation ou de projet d'insertion professionnelle ou sociologique, que d'enfermer l'homme. Et donc, sur le plan du coronavirus dont vous parlez, après tout, on dit que c'est un mal nécessaire. Ce n'est pas vraiment une non-liberté en tant que telle, mais c'est une non-liberté utile. En ce sens que le fait de porter un masque, on sait que ce n'est pas la nature de l'homme de porter cela. Et quand nous faisons des cours avec des masques sur des heures et des heures, c'est aussi un impact psychologique. Mais nous faisons avec un masque nécessaire. J'espère bien qu'on s'en passera un jour. Mais toujours est-il qu'il y a des contraintes qui s'imposent en nous. La preuve en est que vous voyez des grands, les gens qui s'opposent à Paris, les marches par-ci, par-là. Autrement dit, ils veulent être libres. Donc, alors, la liberté de l'existence naturelle revient toujours. Elle est toujours présente. Voilà. Pensez-vous que les contraintes qui nous sont imposées par le gouvernement pourraient devenir des normes au fur et à mesure du temps? Des normes dans le sens de limiter le mouvement de l'homme ou dans le sens de construire l'homme, je ne sais pas dans quel sens. De construire l'homme.
Dans le sens... Si cette, entre guillemets, je peux dire, cette maladie nous normalise, ou nous plonge dans des normes, comme je l'ai déjà dit, je me répète, ces normes sont utiles, ce sont des règles qui s'imposent en nous, ce sont des règles sanitaires. Ben, on ne peut que suivre ce qui est utile pour la santé, pour l'homme. Et donc, s'il faut vivre avec, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais il faut trouver, je crois, aujourd'hui, les bonnes décisions. Les décisions utiles pour ne pas que cela soit vraiment un grand poids dans la vie de l'individu. Et vous voyez, aujourd'hui, l'économie est paralysée. Ceux qui font le petit boulot ne peuvent même plus, ne se retrouvent plus. Aux États-Unis, par exemple, les magasins sont fermés. Voyez un peu ce que causent ces règles ou ces normes dont vous parlez. Mais il faut trouver maintenant le moyen juste pour équilibrer la société. Comment faire pour concilier le coronavirus et la vie en société et la vie professionnelle? Toujours est-il qu'on a besoin de l'économie pour vivre. On a besoin d'argent pour faire face aux dépenses familiales, aux dépenses sociales, tout ce qu'on... Vous voyez, on est tous conditionnés. On peut trouver toujours une autre formule, une autre forme pour libérer l'homme, ou donner un sens à la vie de l'homme. Autrement dit, la vie n'a plus de sens. À partir du moment où vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, il faut rentrer avant une certaine heure, etc., etc., ce sont des normes qui sont déjà là. On vit avec, nous sommes déjà dedans. Et cela a toujours un impact psychologique. À partir du moment où un corps étranger vient en vous, ce corps, il est étranger. Comme ces règles qui viennent, qui nous sont imposées pour notre propre santé, sont des règles étrangères. Et on vit, on fait avec. Et pour combien de temps? C'est ça la question. Vous venez de nous parler des conséquences économiques sur notre vie. J'ai une question qui vient après votre exposé, c'est: l'homme riche est-il plus libre que les autres hommes? Sur le plan financier ou économique, il peut être libre. Mais il peut aussi avoir sa propre contrainte psychologique. Et même on dit, vous êtes payé à 1 million, vous aurez un problème d'1 million. Vous êtes payé à 1 milliard, vous aurez un problème d'1 milliard. Ça, c'est la règle souvent qui s'impose. Mais la liberté, il faut l'avoir dans le sens naturel d'abord. Il ne faut pas l'avoir physiquement. Est-ce que le matériel, si je peux reformuler votre question, est-ce que le matériel peut nous rendre libres? C'est ça la question. Voilà. Et est-ce que notre vie est conditionnée par le matériel? La vie, elle est spirituelle. Elle est au-delà du matériel. Le matériel est éphémère. Le matériel vient pour combler notre manque, peut-être. Mais la vraie vie ne peut pas être... conditionnée par le matériel. Le matériel ne peut pas nous rendre heureux. Nous avons des gens qui sont des milliardaires, des millionnaires, mais qui se suicident. N'est-ce pas? C'est pour dire quelque part que le matériel ne peut pas fonder l'homme, mais le matériel équilibre quand même la vie de l'homme. Voilà. Donc, tout cela fait partie de ce que nous sommes. Oui, mais le bonheur, ça rejoint un peu le bonheur. Le bonheur ne peut pas être conditionné par le matériel. Le vrai bonheur est spirituel. Il est en nous. Le bonheur est comme disait Pascal, c'est dans l'au-delà. Et Platon même va dans le même sens quand il dit que le corps, nos sens, c'est-à-dire les sens, les 5 sens de l'homme nous trompent. Et donc, ne peut pas nous permettre de nous élever et aller dans le monde spirituel, il n'y a que les idées. Donc, la joie, le bonheur haute ne peut pas se trouver dans le bonheur. Donc, nous sommes nous-mêmes notre propre bonheur. Si ce que nous expérimentons en nous-mêmes nous rend heureux, tant mieux. Mais notre joie, notre bonheur ne peut pas être conditionné par le matériel, par la matière. Le corps lui-même est un obstacle à la spiritualité qui nous amène à l'esprit qui est en nous. Il faut s'élever du corps, de la matière, pour donner un sens réel à sa vie. Voilà. Daniel, c'est lui qui a beaucoup réfléchi sur la liberté. C'est lui octroyer la maison de l'arrêt, qui est la prison.
est-ce que c'est la personne qui a beaucoup réfléchi sur cette terre ou bien c'est une punition qu'il avait inventée? Qu'est-ce il voulait dire quand il a privé la liberté aux personnes en créant la maison d'arrêt? Cette question, elle est très utile et elle pose deux problèmes. Toujours le problème de la liberté de l'individu et la contrainte aussi de la liberté. À partir du moment où vous êtes libre et qu'on vous met en prison, quelque part, vous n'êtes plus libre. Mais est-ce rendre service à un homme que de l'enfermer? Est-ce que la prison n'aliène pas l'homme? Est-ce que la prison ne nous rend pas vraiment esclaves? Est-ce que notre esprit, je l'ai dit déjà dans la première réponse, est-ce que la prison est vraiment le lieu indiqué pour corriger l'homme? Bon, alors que la liberté, elle est naturelle. Si nous voulons réellement voir l'homme libre, c'est de mettre l'homme dans des conditions sociologiques et psychologiques pour que cet homme soit vraiment libre, avec tous les accompagnements qui suivent. Il peut y avoir un accompagnement social, un accompagnement psychologique. C'est pourquoi il y a des psychologues et autres qui encadrent l'individu lorsqu'on voit qu'il est un peu déséquilibré. Oui. Donc, déposer un être en prison, c'est sortir un être en dehors de sa liberté. Mais la prison, quelquefois, en guillemets, je dis bien, peut conduire à une prise de conscience aussi. Quelque part, elle est nécessaire aussi. Ça peut être un moyen pour freiner. Imaginez-vous que nous sommes dans une société sans limite. C'est pourquoi Thomas Hobbes, qui parle de l'homme dans une condition de vie compliquée, durable, il peut simplement dire que l'homme est un loup pour l'homme. En d'autres termes, il faut créer les conditions pour que, en guillemets, cette force de l'homme qui va souvent au-delà de sa liberté non contrôlée puisse être contrôlée et canalisée. C'est en ce sens que certaines décisions sont utiles. Certaines décisions sont importantes pour limiter la liberté de l'homme, c'est-à-dire limiter la liberté naturelle. C'est voici le rôle de l'État. Oui. Et donc, par moment, on peut aussi dire que la prison est utile, mais elle n'est pas, dans une analyse profonde, elle n'est pas vraiment la solution adéquate. Elle peut être l'une des solutions, juste pour réduire, canaliser ou faire peur l'homme, sachant que, au-delà de ma liberté, qui devient une liberté destructive des biens publics, alors je pourrais être pénalisé. C'est pourquoi, quand je prends souvent cet exemple de la Bible qui dit dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent, et ça veut dire que si tu arraches l'œil de ton ami, on arrache aussi ton œil. C'est une manière de canaliser l'homme, contrôler la liberté de l'homme. Donc ces lois, en réalité, fondent notre propre liberté. Et si la prison peut être dans ce sens, celui qui a pensé la prison, peut-être dans le sens aussi de mettre hors ce qui nuise. Mais le fait d'être hors peut aussi interpeller l'homme à prendre conscience de sa conscience. Parce que le rôle de la conscience, c'est d'être là. Le rôle de la conscience, c'est de savoir que je suis libre et que ma liberté me rend libre, réellement. Mais si j'ai cette conscience de ma liberté qui va au-delà de ma liberté, autrement dit, cette conscience n'est plus consciente, mais elle est inconsciente. Une conscience inconsciente. Or, la vraie liberté, c'est de savoir que j'ai une liberté consciente.
Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'est le rôle des lois de limiter les libertés de l'homme. Et en ce sens, j'aimerais savoir pour vous, est-ce qu'un État qui est totalitaire pourrait convenir à l'homme, vu que pour vous, vu que en soi, les libertés sont fondamentales à la vie de l'homme. Donc, un État totalitaire, donc un État, un État de dictature, comme on peut le voir dans certains pays, qui fonctionne bien, hein, comme en Chine, est-il pour vous une mauvaise solution ou c'est une solution possible pour l'homme et pour son bien-être? Je voulais déjà rectifier pour dire que je ne partage pas cette vision d'un État qui s'inscrit dans une dictature, ou qui impose. Autrement dit, il n'y a plus de liberté. Et cet État, il est faible. Pensant pouvoir contrôler l'homme par la force, ça affaiblit. Donc, il y a une forme de peur. Or, on peut gérer des individus, ce sont des consciences. Dans la conscience, et non pas dans la force, pas dans la dictature. Vous voyez? Et donc, vous prenez le cas de la Chine. J'aime pas trop critiquer, entrer dans la politique politicienne, et je me réserve de faire une analyse globale. Mais je suis pour simplement une vie démocratique. Si la démocratie est une référence où le pouvoir appartient au peuple, où c'est le peuple qui décide avec le législateur, dans ce sens-là, je crois qu'il y a une liberté de choisir, il y a une liberté de participer du peuple, il y a une liberté du peuple de choisir, et non pas où le souverain est le grand maître. C'est pourquoi je partage la vision de Rousseau avec ce contrat social, où moi j'appelle, ce n'est pas simplement un contrat social, mais c'est plutôt la collectivité, des collectivités conscientes. Et cette collectivité consciente choisit une conscience libre, susceptible de gérer les biens du peuple à partir de quoi? D'un contrat social. Oui. Pour ne pas entrer dans les critiques de la Chine, etc., par mesure de prudence, nous ne sommes pas là, la philosophie n'est pas là pour taper dur, mais elle est là pour dire certaines vérités. Et la vérité, c'est de mettre l'homme au centre de toute chose. Si on me dit de choisir parmi ces différents régimes, je pourrais certainement prendre cette démocratie pour qu'elle soit vraiment démocratique. Ce pouvoir démocratique, réellement, appartient au peuple. C'est pour le peuple. Et c'est le peuple qui décide, qui choisit. Et non pas un dictateur, quelqu'un qui va opprimer, oppresser le peuple, dominer le peuple, faire peur. Ce n'est plus une vie. Ça veut dire que on est très loin de ce que j'appelais la liberté d'expression. On est très loin de ce que j'appelle la liberté de penser. On est très loin de ce que j'appelle la liberté de conscience parce que votre conscience n'est plus libre. Votre pensée n'est plus libre. Et votre expression n'est plus libre parce qu'elle peut même vous conduire en prison ou vous enfermer. Ce n'est plus une vie ou un régime. Oui. Et je ne peux partager cette vision. Mais j'ai fait une analyse globale, je ne critique pas la Chine. Mais si on me demande un avis sur ces différentes formes de régime, je dirais plutôt un régime où le peuple peut se libérer par la pensée, par la conscience, par la raison. Il peut dire la vérité librement sans être inquiété. Comme peut-être, si on peut prendre le cas de la France, où les gens peuvent interpeller le président à tout moment, même si c'est un semblant de... Je ne dis pas un semblant, mais au moins c'est mieux qu'une dictature. Au moins, vous voyez ici, quand ils ne sont pas contents, ils sortent. Tous. Ça marche, ça casse. Même s'il y a la police toujours derrière qui fait la police, c'est aussi son rôle. Ils ne font que suivre les ordres qu'on leur donne. Ben, on peut appeler ça une forme de... voilà, démocratie, mais à la française, non pas à l'étranger. Parce que si c'est à l'étranger, il y a une dichotomie entre la démocratie française et la démocratie en Afrique, où là-bas, on pense qu'on peut leur donner un président, on peut leur imposer un président, on peut piller, on peut tuer, on peut tout, juste pour que la volonté française soit.
Et non, voilà, voyez un peu, c'est comme le jour en France et la nuit en Afrique. Et on s'en fout de ces pertes de vie humaine. Non, là, c'est des babas, quoi. Et voilà, quoi. Mais ici, c'est des vraies personnes, quoi. Vous voyez, ça, je condamne ces deux démocraties. Une démocratie, elle est démocratie. Elle est pure ou rien du tout. Mais elle ne peut pas à la fois être pure et impure. Oui, voilà un peu ce que je condamne. C'est pourquoi, s'il y a un modèle de démocratie qui marche en France, mais au contraire, cette France doit pouvoir aider ces différents pays africains réellement à être de la vraie démocratie qui est le sens, qui est de la liberté réelle de l'homme. Oui, ce que je veux dire. Par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement.